Vous êtes sur CCTV français, bonjour à tous. À la une de cette édition, le président chinois Xi Jinping a fait un discours lors de la cérémonie de lancement de la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures, la BAII à Beijing. La première réunion des gouverneurs et du conseil d'administration aura lieu du 16 au 18 janvier. Une cérémonie d'ouverture a prévu 100 jours de préparation. L'événement était à la hauteur de l'engagement de la Chine à contribuer à la gouvernance économique mondiale. Le président Xi a fait un discours pour l'occasion. L'établissement officiel de la BAII va stimuler l'investissement dans les infrastructures en Asie. Il va aussi mobiliser le secteur privé dans la construction d'infrastructures. La BAII est une institution intergouvernementale et multilatérale. Elle se concentre sur la construction d'infrastructures avec pour but d'améliorer l'interconnectivité en Asie et l'intégration économique. L'approche de nature gagnant-gagnant de cette banque a remporté l'adhésion. Nous espérons que les membres de la BAII vont stimuler la solidarité et la coopération, étendre les investissements, promouvoir la mise en branle aussi rapide que possible de cette institution et la faire grandir et prospérer. La BAII possède un capital autorisé de 100 milliards de dollars, soit environ la moitié de la Banque mondiale. Elle investira dans des secteurs comprenant l'énergie et les transports, en plus de l'éducation et de la santé. La réunion de 3 jours sera l'occasion de l'entrée en fonction du président et des directeurs. Elle inaugurera un avenir de coopération entre ses membres. La Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures ne va pas seulement accélérer la construction d'infrastructures en Asie, mais également donner des opportunités aux pays qui ne sont pas du continent. Des précisions en images. La construction d'infrastructures est ce sur quoi les Philippines ont mis l'accent. Selon le rapport sur la compétitivité mondiale 2014-2015 du Forum économique mondial, les Philippines se classent au 95e rang mondial en termes de qualité d'infrastructure. La Banque centrale des Philippines croit que la BA2I pourra l'aider à financer la construction d'infrastructures dont elle a un besoin urgent. Il y a un besoin conséquent d'infrastructures dans notre pays et la BAII peut être considérée comme un fournisseur possible dans ce domaine. En plus des autres fournisseurs, tels que les autres institutions multilatérales, la BAII peut également fournir une expertise en matière de développement d'infrastructures et c'est quelque chose qui nous sera très utile. L'Inde est le deuxième plus grand pays en développement d'Asie. Elle a une population élevée et bénéficie d'un potentiel de développement économique énorme. Mais les analystes indiens indiquent que leur pays manque d'infrastructures et que des investissements colossaux sont nécessaires pour équiper le pays en routes, ponts, hôpitaux et écoles. Je m'attends à ce que la BAII finance les projets de construction d'infrastructures en Inde, car nous sommes en retard en matière de développement d'infrastructures. La Chine est arrivée à une étape de son développement où elle peut aider les autres. En Russie, les experts expliquent que la BA2I peut soutenir la reprise économique. La BA2I et l'initiative Une ceinture, une route peuvent stimuler le commerce et les échanges économiques entre l'Eurasie et la Chine. Et la Russie, qui est un grand pays de l'Eurasie, en profitera. La Russie espère attirer des investissements dans la région, en particulier car nous avons réalisé que les infrastructures, et en premier lieu les systèmes de transport public, sont des facteurs clés du développement économique. Les pays de l'Asie et de l'Océanie ont quant à eux besoin de capital et d'expertise. Et plusieurs pays, ne faisant pas partie de ces continents, peuvent fournir financement et conseils. C'est le cas du Royaume-Uni par exemple, qui voit en la BA2I un moyen d'exporter son expertise et de gagner de nouveaux clients. Tout d'abord, la reconnaissance des besoins de ce que la banque va combler en termes de financement d'infrastructures en Asie, puis la reconnaissance du fait que la Grande-Bretagne a beaucoup à offrir. La Grande-Bretagne possède une grande expertise en matière de construction d'infrastructures, financement d'infrastructures, financement vert, gestion de projets et construction.
Nous avons utilisé ces compétences dans le monde entier. Il existe donc un énorme marché pour l'expertise britannique. C'est donc une combinaison de la demande que va combler la banque et de la capacité à apporter de la valeur que les autres participants vont faire via l'expertise que nous avons en Grande-Bretagne. Et d'ajouter, s'attendre à de grands changements dans les infrastructures asiatiques grâce à la BA2I. La Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures devrait permettre au marché britannique de se développer hors d'Europe. Tout de suite, plus de détails. En Europe, la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures est perçue comme une chance d'exporter le savoir-faire en matière d'ingénierie. C'est en effet le cas pour des projets comme celui d'un tunnel ferroviaire d'un montant de 25 milliards de dollars. L'ouvrage qui s'étend sous la capitale britannique est presque terminé. À en croire le milieu politique et les économistes britanniques, les entreprises qui ont rendu cela possible sont prêtes à rejoindre les investissements chinois dans la région asiatique. La Chine est déjà un grand investisseur, en particulier dans certains États qui ne font pas partie de la communauté mondiale. La Chine a développé des investissements massifs dans l'infrastructure et l'énergie dans cette partie du monde. Cela semble donc logique qu'elle développe ce véhicule qu'elle pourra exporter dans d'autres pays. Sur les 57 futurs pays membres, une majorité d'États de l'ouest de l'Europe se sont déjà portés candidats. La Banque mondiale basée à Washington a salué l'arrivée d'un nouvel acteur au budget conséquent. À l'évidence, la planète a de grands besoins d'infrastructures. Il existe une grande différence de niveau d'infrastructure dans les pays à bas niveau et même dans les pays à revenus moyens. Donc, en principal, il y a une grande marge de manœuvre pour la finance d'infrastructures au sein des pays en développement. Le ministre britannique des Finances, George Osborne, a déclaré que la banque contribuera à créer des opportunités bénéficiant au secteur commercial du Royaume. Il s'agit maintenant de faire passer le commerce au-delà d'une Union européenne, alors que le marasme économique s'est emparé de certaines des économies les plus dynamiques dans le monde. La Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures ne consiste pas seulement à posséder une banque. Il s'agit de savoir que ce qu'on peut faire est acquis. Et lorsque l'on divise les capitaux vers différentes régions du monde avec les contacts qui se forment à ces endroits, alors les liens commerciaux se créeront à partir de là. Londres jouit d'une longue et riche tradition de projets d'ingénierie et d'infrastructures. Des projets qui se sont développés sur la planète au cours des siècles. La Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures offre aujourd'hui à la Grande-Bretagne des marchés situés à l'extérieur de l'Union européenne. La première réunion des 20 Sherpas des membres du G20 s'est tenue à Beijing en amont du sommet de 2016 qui doit se tenir en septembre à Hangzhou dans l'est de la Chine. On surnomme Sherpa les représentants personnels des chefs d'État et des gouvernements qui interviennent dans le cadre de la préparation d'un sommet international. La réunion a pour but d'établir des objectifs clairs et un programme pour le sommet du G20. La croissance économique et la gouvernance mondiale feront partie des priorités du sommet. 4 à 5 réunions des Sherpas sont prévues cette année. La deuxième se tiendra à Guangzhou en avril. Le monde attend beaucoup de ce sommet et de la présidence de la Chine. Le G20 peut sortir l'économie mondiale de l'impasse actuelle. Tous les membres sont d'accord pour faire du développement une priorité et pour promouvoir la coopération internationale dans les domaines de l'innovation, du commerce et du développement. Grâce à une coopération renforcée, nous pourrions remettre l'économie mondiale sur le droit chemin. L'investissement étranger en Chine a augmenté de 6,4% en 2015. Cette augmentation bénéficie en premier lieu au secteur tertiaire chinois. Le ministère chinois du Commerce a publié ce jeudi des chiffres qui révèlent l'attractivité de la Chine et notamment de son secteur tertiaire pour les capitaux étrangers. En 2015, la Chine a attiré 126 milliards de dollars, soit 781,4 milliards de yuan en investissements directs étrangers non financiers. Cela représente une augmentation de 6,4% par rapport à l'année dernière. Cette augmentation a profité au secteur des services en particulier à hauteur de 17%. Mais d'un point de vue global, ce taux d'investissement direct étranger reste largement inférieur à ceux à 2 chiffres qu'a pu connaître le pays. L'investissement direct étranger en Chine suit à présent de nouvelles tendances. Les fusions et acquisitions deviennent de plus en plus actives. 1466 entreprises sont nées de fusions cette année, soit 14% de plus que l'année dernière.
La part des capitaux étrangers est de plus en plus importante dans ces opérations de fusion et acquisition. Elle est passée de 6,3% en 2014 à 14,1% en 2015. Haier, le géant chinois de l'électroménager, s'est porté acquéreur du conglomérat américain General Electric pour 5,4 milliards de dollars. La valeur de cette transaction correspond à 10 fois le montant des revenus de l'américain sur les 12 derniers mois avant intérêts, impôts et autres déductions. Haier cherche à étendre ses parts de marché aux États-Unis, aujourd'hui limitées. Le fabricant chinois a recours à la popularité considérable dont jouit General Electric dans le pays d'Amérique du Nord, avec 9 usines et des réseaux de logistique et de distribution. Haier s'est engagé à poursuivre les investissements aux États-Unis. L'accord a été approuvé par le conseil d'administration des deux entreprises. Il doit cependant être validé par les régulateurs gouvernementaux et par les actionnaires d'Haier. L'ouverture de l'extension des lignes de métro 12 et 13 à Shanghai a eu lieu il y a quelques semaines. Ces lignes relient à présent les banlieues de Minhang et de Jiading au centre-ville. Par conséquent, les prix immobiliers des banlieues ont flambé. Wan Ning se presse pour acheter un 3 pièces en vue de son mariage. Elle cherche un appartement dans le quartier de Jiading. Elle a cependant réalisé que depuis l'ouverture des nouvelles lignes de métro, le mois dernier, les prix immobiliers du quartier ont grimpé de 20%. Ces appartements restent cependant 50% moins chers que les appartements dans le centre de Shanghai. Mais la rapide hausse des prix et la nouvelle ligne reliant Jiading directement au centre-ville l'ont fait décider. Pour des employés de bureau comme moi, acheter un appartement ici est relativement moins cher et le transport est plus pratique depuis l'ouverture de la ligne 13. Avant, cette zone semblait loin et peu développée. Ces derniers mois, selon le site immobilier anjuke.com, le prix résidentiel de la banlieue de Minhang a vu ses prix augmenter de 400 000 yuan le mètre carré à 430 000 yuan. Selon les analystes, la hausse a été entraînée par une hausse de la demande de la part de personnes comme Wang. Les retours du marché montrent la manière dont les prix immobiliers ont été stimulés dans les zones près de la nouvelle ligne de métro. Il y avait une augmentation au début du mois de décembre et après l'ouverture de la ligne, cette augmentation est devenue plus évidente la seconde moitié de décembre et plus particulièrement pour la première moitié de janvier. Les intérêts d'achat de logements ont également augmenté l'an dernier lorsque la Banque populaire de Chine a baissé son taux d'intérêt de référence des prêts de 5 fois, baissant le taux d'intérêt des prêts de 5 ans de 6,15% à 4,9%. Selon les observateurs du marché, s'il y a davantage de baisse en 2016, il y aura également davantage d'acheteurs. Nombreux sont ceux qui s'attendent à ce que la Banque populaire de Chine continue à baisser les taux d'intérêt. Nous pensons que la réduction des taux d'intérêt aura un impact très important sur le marché résidentiel. Nous pensons que si les taux d'intérêt continuent de baisser, cela permettra à davantage de personnes d'acheter. Shanghai a encore 10 nouveaux projets concernant les lignes de métro. Cela sera achevé d'ici 2020. L'ensemble du réseau souterrain atteindra 800 km. Les experts de Santa Line Property prédisent une hausse additionnelle de 8% cette année pour les prix immobiliers des banlieues de Minhang et de Jiading. De plus en plus de personnes préfèrent utiliser leur téléphone plutôt que leur portefeuille pour faire leurs courses. Cependant, ce moyen de paiement peut être risqué. Aujourd'hui, Suwon a acheté du thé au lait au cours de sa pause déjeuner. Au lieu de payer en liquide, elle a utilisé Alipay et a économisé des dizaines de centimes. Elle a commencé à utiliser cette méthode de paiement au début de l'année dernière et elle en est satisfaite. Je suis plutôt habituée au paiement via mobile. C'est très pratique. Ça fonctionne dans les magasins ou les maisons de thé. Je n'ai pas besoin de prendre du liquide lorsque je sors manger. Je n'ai besoin que de mon téléphone portable. Et parfois, il y a des réductions, ce qui constitue aussi un avantage. Le vendeur de la maison de thé dit que plus de 60% des clients utilisent le paiement via mobile et que la plupart d'entre eux sont jeunes. Selon lui, cette méthode de paiement améliore également l'efficacité au travail. Si un client utilise Alipay, nous n'avons qu'à le scanner et c'est fait.
Mais si le client utilise du liquide, alors il nous faut attendre qu'il le sorte, puis que nous lui rendions la monnaie. Alipay permet donc de réduire le temps de la transaction de moitié. Actuellement, le marché du paiement via mobile est principalement occupé par Alipay, Tencent et d'autres acteurs plus modestes comme UnionPay Mobile qui travaillent maintenant avec Apple Pay et HCE Cloud Payment. Alipay domine le marché avec une part de marché de plus de 50%. D'après une étude d'Alipay, à Shanghai, son client moyen a dépensé l'an dernier plus de 100 000 yuan via son système de paiement en ligne. Les utilisateurs de ce système augmentant, les clients disent que c'est un moyen sûr pour effectuer de petites transactions. Je l'ai utilisé longtemps et je n'ai jamais eu de problème. Je pense donc que c'est un système sûr. J'utilise Alipay quand j'achète des choses qui ne coûtent pas plus de 20 ou 30 yuan, comme une glace par exemple. Par contre, j'utilise toujours du liquide ou une carte bancaire lorsque je dois régler des sommes plus importantes. Un connaisseur de cette industrie rappelle que si les systèmes de paiement via mobile ne connaissent généralement aucun problème, ils peuvent malgré tout contenir des risques. On a remarqué que le système du code barre connaît encore quelques problèmes. Lorsque les clients scannent un code barre, ils ne savent pas si ce code barre contient un virus ou s'il ne redirige pas vers une page fictive. Un autre risque, c'est celui des données de transaction qui sont des données sensibles susceptibles d'être divulguées. Et il me semble que le troisième risque, c'est finalement le client lui-même. Lorsque vous utilisez votre téléphone portable ou votre portefeuille mobile, vous manipulez des informations très privées. Si vous révélez les informations relatives à votre compte ou si vous révélez votre mot de passe, vous prenez évidemment un risque. Afin d'éviter ce genre de risque, Victor Ye suggère que les clients évitent de cliquer sur des liens qui offrent d'importantes remises ou qui promettent des sommes d'argent. Il rappelle également qu'il est conseillé de changer de mot de passe de temps en temps pour s'assurer que son argent reste à l'abri. Les autorités de Guangzhou ont annoncé que la province du Guangdong est celle qui compte le plus de toxicomanes en Chine. Le phénomène est particulièrement inquiétant car il touche principalement la population jeune. C'est pourquoi Guangzhou a mis en place cette année un programme éducatif anti-drogue afin de tenter d'enrayer le problème. CCTV s'est rendu dans une école de la province pour en savoir plus. Il est 2 h de l'après-midi. Les étudiants de l'école pharmaceutique de Guangzhou suivent une classe spéciale. Aujourd'hui, 6 policiers sont venus leur parler afin de partager avec eux leur expérience relative à la lutte anti-drogue et de clarifier certains malentendus communs sur ces substances. Les conversations se tiennent en groupe restreint. Pour la plupart des adolescents présents, cette proximité avec un policier est une première. Les policiers ne sont pas aussi durs que je l'imaginais. En réalité, ils sont gentils. Je pensais que la consommation de drogue ne me concernait pas, mais je réalise désormais les dangers potentiels qu'elle constitue. Cette activité s'appelle la bibliothèque humaine. Elle permet aux étudiants de communiquer directement avec différents praticiens plutôt que de s'en tenir à l'enseignement traditionnel dispensé par les professeurs. Les étudiants ont posé beaucoup de questions sur les drogues aux policiers qui sont experts en la matière. Cette méthode d'éducation est bien plus impressionnante et efficace que celle qui consiste à écouter un professeur. Parallèlement, des maquettes de drogue sont exposées et introduites brièvement dans la cour de l'école. Des clichés témoignant de l'impact que leur consommation peut avoir sont affichés au mur. Certains expliquent qu'il ne s'agit pas de leur première rencontre avec de tels visages. Il y a un centre de désintoxication près de notre école et depuis ma salle de classe, je peux observer des toxicomanes tous les jours. Il ne faut pas prendre de drogue. L'activité d'aujourd'hui marque le début d'un programme éducatif initié par les autorités locales de Guangzhou. Pour enrayer la toxicomanie qui séduit de plus en plus de jeunes de la province, la ville prévoit d'organiser 100 classes spéciales cette année. Ainsi, ces sessions se tiendront 2 fois par semaine dans différentes écoles, communautés et entreprises. La plupart de ces classes se tiendra dans des écoles et se concentrera sur les jeunes âgés de 10 à 25 ans. Cela fait partie d'un plan triennal national de prévention contre la consommation de drogue. Les mesures anti-drogue sont nombreuses dans la province du Guangdong et sa capitale, la ville de Guangzhou, travaille désormais à traiter le problème à la source.
Les Jeux Olympiques d'hiver de 2022 à Beijing sont encore bien loin, mais cela n'empêche pas certains petits sportifs chinois de commencer à rêver d'y participer. Pour certains qui jouent déjà au hockey, la chance de recevoir une formation de la part d'anciens joueurs professionnels canadiens est une occasion en or d'atteindre leurs rêves. Un reportage de mon collègue de CCTV français, Marc-André Côté. Yang Qianyuan adore le hockey et rêve déjà d'une carrière professionnelle. Quand il a su qu'il pouvait participer à une école de hockey supervisée par d'anciens joueurs de la légendaire équipe des Canadiens de Montréal près de chez lui à Beijing, il n'a pas hésité un seul instant. J'ai 7 ans et j'aime beaucoup jouer au hockey. Le hockey est pour l'instant un sport marginal en Chine. Il y a encore relativement peu de patinoires dans le pays et l'équipement coûte cher. Mais pour plusieurs parents, c'est une occasion de formation qui dépasse largement le sport et qui permet d'inculquer des valeurs importantes à leurs enfants. Ils n'ont donc pas hésité à payer les 1100 yuan, soit environ 170 $ américains, que coûte cette formation pour recevoir les conseils de ces professionnels. Certainement, le coût élevé empêche certains enfants de pouvoir pratiquer ce sport. Comme parents, nous espérons que le pays va construire davantage de patinoires et qu'il y aura plus d'entraîneurs professionnels pour enseigner les rudiments de ce sport aux enfants et nous fournir de meilleures conditions. Guy Cloutier est un entrepreneur québécois qui construit des patinoires en Chine depuis une quinzaine d'années. Selon lui, l'intérêt des Chinois pour le hockey ne se dément pas, surtout depuis que Beijing a remporté la nomination pour organiser les Jeux olympiques d'hiver de 2022. La croissance peut être exponentielle à mesure qu'on part de très très bas. Mais les chiffres doublent par année. On est rendu dans la région de Pékin avec plus d'une centaine d'équipes. Il y a plus de 2000 nouveaux joueurs qui se sont joints à l'association cette année. Puis c'est pas uniquement à Pékin. Alors c'est du sud au nord, et non pas juste dans les provinces traditionnelles. Mais il y a un engouement partout, avec des patinoires qui se sont construites dans tous les centres commerciaux. Même si le potentiel de croissance est évident, le travail sur la glace, lui, reste à faire. La Chine ne se classe que 38e au monde à l'heure actuelle et peu de joueurs qui s'entraînent ici arrivent à rivaliser avec les athlètes formés dans les grandes nations de hockey comme le Canada, la Russie ou la Suède. Mais pour l'ancien professionnel et entraîneur Gaston Gingras, la recette du succès est relativement simple. Mais il faut qu'ils jouent. Moi, je veux voir des sourires sur les lèvres des jeunes. Il faut qu'il y ait beaucoup de plaisir à jouer. C'est un jeu. Le hockey, c'est un jeu. Puis lorsque tu t'amuses, tu vas progresser beaucoup plus rapidement. Un conseil que Yang Qianyuan est bien prêt à suivre. Et avec de la persévérance et l'aide de ses parents, il pourrait bien réaliser son rêve d'atteindre un jour la Ligue nationale de hockey. Marc-André Côté, CCTV, Beijing. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Je vous retrouve tout à l'heure pour le prochain journal.